Bonjour, bienvenue à la médiathèque de Bagnolet pour cette rencontre avec Marc-Alexandre Aubambé, poète, romancier, slameur aussi sous le nom de Capitaine d'Alexandre, qui se fait dans le cadre du festival Hors Limite, qui est un festival sur toute la Seine-Saint-Denis, pour parler de la littérature contemporaine dans tout ce qu'elle a de remuant, de créateur. Et je voulais commencer par une première question. Est-ce que le 93, ça vous parlait avant qu'on vous invite ? Bonjour et merci pour votre invitation. Et oui, le 9-3, alors moi je dis 9-3 à cause ou grâce au rap, je sais pas, c'est selon. Parce que quand j'étais à Douala, au Cameroun, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai poussé mon premier cri de poésie aussi, comme j'aime à dire souvent, j'écoutais beaucoup de rap français. Et dans les rappeurs français que j'écoutais, il y en avait qui étaient du 9-3. Donc avant même de savoir ce qu'était le 9-3 physiquement, je l'avais déjà entendu dans des chansons. Et donc le 9-3, c'est d'abord le rap pour moi. Et puis il se trouve aussi que j'ai tourné un extrait d'un clip dont le titre est J'appelle Poésie, à Bagnolet. Je viens de m'en souvenir. J'ai tourné un extrait donc, de J'appelle Poésie à Bagnolet. Je danse pas très loin d'ailleurs d'ici, je crois. Et d'ailleurs, moi qui ne sais pas danser, je trouve que c'est un moment d'anthologie. On essaiera de retrouver cet archive. Donc on vous invitait surtout dans le cadre de votre dernier roman, Les Lumières d'Oujda. Pour les personnes qui ne l'ont pas lu, on suit donc le narrateur qui s'appelle Mano, qui est d'abord en Italie, qui est obligé de revenir au Cameroun, et qui à partir de là se reconstruit et reconstruit son identité par l'écriture, par les ateliers d'écriture et par tout son engagement au niveau des migrants. Et ce qui crée un roman qui évolue peu à peu entre ses rencontres et son parcours au milieu de son association, sa rencontre avec Iman. Voilà, et j'en dis pas plus, histoire qu'on garde un peu de mystère. Alors je vais juste corriger, mais Mano n'est pas le nom du personnage. Mano, c'est une expression, un peu comme dans le monde anglo-saxon, on peut dire m'amène pour dire mon ami, mon pote. C'est une façon de s'appeler en fait au Cameroun. D'accord. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais en fait mon personnage n'a pas de nom. C'était un parti pris. Il a ni prénom ni nom. C'était aussi une manière pour moi de pouvoir projeter sur lui un certain nombre de choses. Peut-être une part de moi aussi, quelque part, avec Douala, Bonapriso et Sita. Sa grand-mère qui est un peu la mienne aussi. Et donc Mano, c'est vraiment une façon de s'appeler, comme on pourrait dire mon pote. Voilà, c'est comme, on s'appelle comme ça parfois entre garçons au Cameroun. Et donc voilà, je voulais juste dire ça pour apporter une précision. Oui, qui était importante. Alors justement, pour rebondir un petit peu sur l'inspiration de votre roman qui est à la fois un petit peu autobiographique, il y a du vrai, il y a de la fiction, vous avez expliqué en parlant de ce roman qu'il a été le fruit d'une recherche documentaire, d'un vrai travail. On sait que par exemple les personnages Yagin et Fodé ont vraiment existé. Voilà. Vous parlez aussi de la rencontre avec Ibrahim, un des personnages qui est également vrai. On a aussi Petit Watt, voilà, qui a écrit ensuite un livre qui est également vrai. On voulait savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez calqué au réel, qu'est-ce que vous avez recréé pour les besoins de cette création, et est-ce que les personnages des associations sont tous tirés de la réalité ou il y a un peu de vrai, un peu de faux. Voilà, on se posait un peu cette question-là. Alors j'aime dire, alors c'est seulement mon deuxième roman, mais dans cette histoire, tout est vrai car j'ai tout inventé. Je commence Dien Bien Phu comme ça, qui était mon précédent roman. J'aime beaucoup cette idée que la littérature peut être enlianée de réel et de fiction. Et en cela, Les Lumières d'Oujda est un roman documentaire parce qu'effectivement, il y a toute une partie fiction où j'ai travaillé comme un journaliste à enquêter, à poser des questions à des responsables ou des membres d'associations qui œuvrent à ce que nos différences tiennent ensemble dans le tumulte du monde. Et toutes les personnes rencontrées des associations existent. À part à Douala, où j'ai tout inventé. Mais le père Antoine existe. C'est un homme incroyable qui, dans cette église à Oujda, rue d'Assila, accueille
des réfugiés et essaye de les accompagner du mieux qu'il peut. C'est un homme incroyable qui plonge son regard dans le vôtre et vous bouleverse avant même qu'il parle, en fait. Et je voulais lui rendre hommage. Alors, je lui rends hommage et en même temps, je l'ai réinventé dans le roman parce que son histoire, celle que je raconte dans le roman, est une histoire inventée. Il existe, ce qu'il fait est réel, mais après, je lui ai donné une autre histoire pour lui donner une dimension romanesque aussi, et puis pour ne pas dévoiler non plus ce qu'on avait pu partager, qui est de son intime, et que je n'avais pas raconté à sa place. Donc c'est à la fois un personnage de roman, et c'est une personne qui existe dans la vie, dans la vraie vie, comme disent mes enfants parfois. Et puis oui, Ibrahim, qui a été le point de départ de ce roman, Ibra, existe, mais c'est pareil, je l'ai inventé aussi dans le roman. Je suis parti d'une conversation d'un jeune homme qui est venu me voir lors d'un festival à Arles, d'un jeune réfugié qui rêvait de devenir écrivain et qui rêve de devenir écrivain. Et ensuite, j'en ai fait un personnage donc, qui a effectivement des allers-retours entre le réel et la fiction dans le roman. Et les personnages, effectivement, certains des personnages existent vraiment, mais après, j'ai pris la liberté de tisser des choses qui en font des personnages de romans et plus seulement des personnes dans la vie, en fait. D'accord, mais justement, est-ce que vous vous êtes posé des questions par rapport à ces passages qui sont un petit peu, du coup, des réinventions de personnes? Est-ce que vous avez parlé avec eux pour créer ça, ou ça vous appartenait? C'était votre vision des choses et votre expression créative par rapport à ça? Non, c'était mon expression créative, j'en ai pas parlé avant. Par contre, après, une fois que j'ai terminé le roman, je leur ai envoyé le texte. Père Antoine a reçu le livre, Ibra l'a reçu aussi, et Petit Watt également. C'était important pour moi qu'ils le lisent. Mais à partir du moment où ils devenaient des personnages de romans, ce n'était plus totalement eux, en fait. Et donc, je ne me suis pas posé d'autres questions que celle d'essayer de rendre le plus justement possible dans ce texte les émotions que j'avais partagées avec chacune des conversations, des moments, des réflexions sur le monde, et essayer de rendre ça le plus justement possible. D'accord, c'est très réussi en tout cas. Merci. C'est une œuvre très humaine. Merci beaucoup. Je vais un peu enchaîner sur ça. Vous venez de dire que vous cherchez à rendre des émotions. Par rapport à la création de ce roman, du coup, il y a eu la rencontre avec Ibrahim. Mm-hmm. Et ensuite, ça a été... pour créer, comment est-ce que vous avez continué? Vous vouliez travailler au niveau de l'émotion. Qu'est-ce qui est venu ensuite, en fait? Alors moi, je suis pas assez discipliné pour avoir un plan de travail. Je sais qu'il y a des écrivains qui savent faire ça. Alors peut-être que ça viendra quand je serai grand, mais je sais pas faire. J'ai pas de plan. J'ai eu cette rencontre qui m'a bouleversé. Ce gamin de 17 ans qui vient me voir et qui me demande ce que je mets derrière le geste d'écrire, qui me demande ce que c'est que le métier d'écrivain. Je pense qu'à ce moment-là, que c'est un gamin, comme dans tous les festivals en France et dans le monde d'ailleurs, qui est un étudiant bénévole, qui vient rencontrer des auteurs. Donc je lui réponds, écrire est un métier de lumière, et à partir de là, on tisse quelque chose. Et on discute pendant la soirée. Le lendemain, donc le soir, à la fin de la conversation, je découvre qu'il n'est pas un des bénévoles, qu'il n'est pas étudiant, qu'il est un des jeunes réfugiés qui vont témoigner le lendemain. Puisque le festival auquel je participais était adossé à la thématique migration et exil. Et il y avait des jeunes mineurs réfugiés qui venaient témoigner de leur parcours du combattant en France, au pays des droits de l'homme, après avoir traversé l'enfer administratif qu'ils découvraient ici. Donc la discussion avec Ibra se termine, je le revois donc le lendemain, il va témoigner, et il a un de mes livres dans la main, Le champ des possibles. Et au moment de prendre la parole, il dit « Mais finalement, moi, je vais pas vous raconter comment je suis arrivé ici. J'ai plus envie de parler de ça. Je vais plutôt vous raconter ce que je vais faire de ma vie. Je vais devenir écrivain. Parce que hier, Alexandre m'a dit que écrire était un métier de lumière. Et dans un pays comme le mien, où il y a des coupures de courant, ça peut être bien d'exercer un métier de lumière. Et toute la salle est suspendue à ce que dit ce gamin. On est bouleversé, on sourit, on a envie de pleurer. Et on est touché. Et à la fin donc, de cette rencontre, je
vais le voir, je lui dis, mais tu es déjà écrivain, ce que tu as fait de notre conversation d'hier, c'est déjà un geste d'écrivain. Et je lui promets que j'écrirai un texte pour leur rendre hommage, à lui et à ses compagnons et ses compagnes d'infortune. Je ne sais pas quand je le ferai, mais je lui promets ça. Et comme parfois la vie a plus d'imagination que nous, pendant 2 ans, ce qui est devenu finalement le sujet de ce roman, s'est invité dans ma vie à chaque fois que je me déplaçais pour la poésie et par la poésie. J'allais à un salon du livre, j'avais des familles d'accueil qui venaient me voir avec des jeunes, mais juste voir le spectacle, le concert littéraire, et puis dans les discussions après, je découvrais que telle famille en Bretagne était famille d'accueil de réfugiés, et on m'invitait à manger. Je vais à Oujda pour les Lettres du Maghreb, qui est un festival où j'intervenais avec Abdel Malik. On faisait des rencontres, des concerts. Des jeunes réfugiés viennent me voir. C'est comme ça que je découvre le Père Antoine, parce qu'il m'invite chez eux à voir où ils vivent. Enfin voilà, et je ne cherchais pas ça. Je ne cherchais pas le sujet. J'avais cette promesse quelque part en moi. Et pendant 2 ans, en fait, elle se rappelait à moi par des visages, par des sourires, par des regards, par des gens, des vrais gens, des êtres humains beaux qui me ramenaient à ce texte. Et donc voilà, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de plan de travail, mais il y a eu pendant 2 ans, après la rencontre avec Ibra, le sujet du livre qui apparaissait à chaque fois que je me déplaçais, mais quasiment à chaque fois en fait. Et donc j'écrivais, je prenais des notes, sans trop savoir comment je mettrais ça en forme, mais je prenais des notes, je prends toujours beaucoup de notes en voyage, et comme je voyage beaucoup, je prends beaucoup de notes. Et là, en l'occurrence, pendant 2 ans, je prenais des notes sur cette question migratoire et sur les réponses qui lui sont apportées, certaines d'un humanisme débordant et d'autres d'une tristesse et d'un cynisme intolérable. Justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, dans votre texte, on sent vraiment une très très grande différence, une vraie dichotomie entre les colloques qui se passent, les rencontres que vous faites et justement la réalité de la situation qui est extrêmement violente pour les personnes qui sont migrantes, que ce soit durant leur trajet, que ce soit lorsqu'elles arrivent en France. C'était important pour vous que ça transparaisse aussi dans le roman, qu'il y ait autant de beauté mais aussi autant de choses difficiles? Oui, parce que c'était important dans le sens où si je décide de parler d'un sujet comme celui-là, je ne peux pas en parler en regardant un seul versant de ce sujet-là. L'idée, c'était, avec ce texte, d'essayer, c'est ce que j'ai essayé en tout cas, de redonner humain visage à des gens qui n'en ont pas, parce qu'on les noie derrière le mot migrant. Le mot migrant, il dit rien de ces gens-là. Quand je suis arrivé en France il y a plus de 20 ans, on parlait de réfugiés. Il y a eu un glissement sémantique qui dit aussi quelque chose de l'état de la société dans laquelle on vit, mais d'ailleurs pas seulement de la France, de l'état du monde dans lequel on vit avec le repli identitaire. Mais on parlait de réfugiés, et le mot réfugié est un mot hospitalier, parce qu'on entend la demande de refuge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va accorder le refuge, mais on l'entend, la demande. Le mot migrant, on n'entend rien du tout. Le migrant, il passe, on ne sait pas où il va, il passe, et donc il n'a rien demandé, donc puisqu'il n'a rien demandé, on n'a rien à lui accorder. Et politiquement, je pense que ce glissement sémantique fait les affaires de celles et ceux qui refusent qu'on se regarde entre êtres humains justes, en fait. Et moi, j'ai essayé d'écrire un texte qui redonnait un visage à des jeunes gens, pour le coup, puisque là, j'ai vraiment parlé de mineurs réfugiés, mais qui redonnait un visage, qui redonnait un sourire, qui redonnait des rêves à des jeunes gens, des rêves qu'on n'entend pas dans le mot migrant, des sourires qu'on ne voit pas dans le mot migrant, et des regards qu'on ignore complètement quand on utilise le mot migrant. D'ailleurs, je ne l'emploie pas dans le texte. Je parle de Fujis, de réfugiés, parce que j'ai beaucoup de mal avec ce mot-là. Et donc, c'était important pour moi, oui, à la fois de raconter leurs rêves, leurs espérances, leur droit à circuler dans le monde, parce que c'était aussi une façon de rappeler qu'on était des privilégiés. Moi, j'ai la chance de voyager dans le monde entier parce que j'ai le bon passeport. Mais et quand j'avais 16-17 ans, j'avais la chance de voyager. Aussi, je pouvais voyager parce que j'avais une famille qui pouvait me permettre de voyager, d'aller voir ailleurs si j'y étais. Et aujourd'hui, j'interviens auprès de jeunes à la fac ou dans des lycées. Ces gamins-là, qui vivent en France, ont le bon passeport. À la fac, s'ils veulent faire une année d'Erasmus, ils ont le droit de partir, d'aller voir ailleurs s'ils y sont. Pourquoi est-ce que des gamins du Sud n'auraient pas le droit d'aller voir ailleurs s'ils y sont aussi ?
on a fini par s'habituer à ça. C'est normal que certains galèrent pour avoir un visa, ne puissent pas voyager, soient tout le temps soupçonnés. Moi, les gamins que j'ai à la fac à Lille, ils ne seront jamais soupçonnés de rien. Celui qui va aller au Canada pour 1 an, il n'y a personne qui le soupçonne de quoi que ce soit. On ne lui demande pas combien de temps tu y vas. Est-ce que tu vas revenir vraiment ? Est-ce que quand tu es Camerounais, Ivoirien, Guinéen, quand tu viens du Sud, d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne, quand tu viens du Sud, tu es soupçonné dès que tu veux voyager. Et c'est pas normal. Mais on a tous fini par intégrer et à accepter ça, et on fait avec. Et faire avec, c'est parfois faire sans aussi. Et je voulais parler de ça. Et donc c'était important de parler de l'enfer administratif, de parler de la xénophobie, de parler du racisme, de parler de la violence qui peut s'exercer sur des gamins qui devraient être protégés et qui ne le sont pas, et en même temps de parler de leur résilience incroyable. Ce que je vous raconte sur Ibrahima, après ce qu'il a vécu, il incarnait le mot résilience en fait. Quand il nous dit « je vais devenir écrivain, je ne veux pas vous raconter comment je suis venu, c'est parce que je ne veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort ». Il a 17 ans. Voilà. Et c'était important à mon sens en tout cas, de parler de tous les versants de cette question-là, ce qu'elle peut avoir de questionnant, ce qu'elle peut avoir d'interpellant, ce qu'elle peut avoir d'inspirant, ce qu'elle peut avoir de révoltant aussi. Oui, on le sent et c'est très très fort dans votre texte. Merci. Je vais enchaîner un peu en faisant un pas sur le côté. Vous utilisez au tout début 2 ou 3 fois la figure d'Ulysse qui revient pour la migration. Est-ce que ça a été juste choisi pour l'idée de faire un voyage extrêmement compliqué, ou est-ce que ça a été un choix un peu plus large c'est par rapport au mythe d'Ulysse dans son ensemble, son retour aussi au pays, qui est aussi le retour du narrateur? Oui, alors il y a beaucoup de choses. Pour moi, ces gamins-là, je dis dans le texte, c'est des Ulysse à la peau sombre, mais leur voyage est une odyssée. Ce qu'ils traversent est une odyssée. Quand ils partent d'Afrique subsaharienne, certains se retrouvent en Libye, traversent. C'est une odyssée contemporaine. Et la figure d'Ulysse m'a apparu, elle a surgi de manière tellement évidente parce que je voyais en eux des héros. Je n'ai pas peur de le dire, pour moi c'est vraiment des héros. Alors héros H-E-R-O-S, mais aussi héros H-E-R-A-U-T-S, parce qu'ils s'emparent de leur destin et décident que personne n'a le droit de les empêcher d'aller vers eux-mêmes en fait. Dans un monde, ni la géopolitique, ni les dictatures des pays parfois qu'ils quittent, ni les politiques d'accueil des pays vers lesquels ils vont, puisque maintenant on est en mondovision, ils savent que l'accueil ne sera pas forcément des plus... ils savent que ça peut être compliqué, que ça va être compliqué, mais ils partent quand même. Et je le dis dans un des textes, pourquoi on part ? Parce qu'on a décidé de saisir notre aucune chance. Et c'est vraiment ça. Et pour moi, ces gamins-là, qui ont le droit de partir, alors bien sûr, il faut conscientiser, il faut expliquer que ça va être compliqué, que c'est compliqué, essayer de trouver des alternatives à ces départs-là. Mais n'empêche que quand ils décident de partir, il y a quelque chose chez eux, moi, qui m'inspire le plus grand respect en fait et la plus grande tendresse. Et ce livre, c'est aussi pour leur dire, voilà, je tiens à vos côtés. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je n'ai pas de pouvoir politique, je ne peux pas ouvrir de frontières, mais je ne suis pas indifférent et je tiens à vos côtés. Et ce texte, il dit ça en fait. Et la figure d'Ulysse a surgi vraiment de manière plus qu'évidente, parce que j'étais face à des héros contemporains. Alors vous dites justement, à juste titre, que votre texte redonne un visage humain et une individualité à ces personnes qu'on nomme effectivement migrants, qu'on met dans un seul lot, qu'on n'essaie pas de creuser. Ça fait aussi penser à d'autres textes qui ont été écrits assez récemment, notamment Camarade Papa de Gauze, ou aussi, peut-être vous me contredirez si ça ne vous convient pas, mais Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert, qui faisait aussi des portraits de femmes, etc. Dans votre roman, en plus, on a aussi ce personnage principal qui fait tout pour que ces jeunes ne partent pas, qui tente de les persuader de rester et d'essayer de construire leur vie dans leur pays, de les dissuader. Est-ce que c'était important pour vous aussi de donner ce message, de leur dire
que la vie pouvait aussi se trouver là où ils étaient, ou est-ce que c'est aussi une façon de montrer les différents parcours et les différentes possibilités qui peuvent peut-être s'offrir à eux? Oui, c'est surtout ça, parce que je pense que le texte, c'est surtout de dire c'est certainement pas de dissuader de partir, mais c'est de dire les dangers. Parce que je suis personne pour dissuader de partir. Et d'ailleurs, la grand-mère le dit dans le roman, ils partiront quand même, mais c'est bien que tu fasses ce que tu fais, parce que tu fais ta part belle humaine en allant partager ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as vaincu peut-être aussi. Mais c'est surtout une manière, pour moi, dans ce texte, de transmettre les différents parcours, de dire qu'on peut aussi réussir sans partir. Qu'on peut partir et revenir, qu'on peut devenir en fait. Et ça, à un moment donné, il faut juste, alors le mot juste est peut-être pas bien placé, mais il faut juste se poser la question, s'arrêter, sortir de sa propre frénésie et se poser la question en fait de ce qui est le plus juste pour soi. Mais ça appartient à chacun, ça appartient à chacun, à chacune. Et mon narrateur, en fait, quand il va voir les jeunes, c'est surtout pour leur dire voilà, mais c'est galère, ça va être galère. Et si vous partez comme ça, clandestinement, ça va être galère. Et peut-être qu'il y a des alternatives, mais il faut les trouver soi-même et il faut, en plus de les avoir trouvées, penser que ces alternatives sont ce qu'il y a de plus juste pour soi et pour sa famille. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir d'incidence. C'est une discussion, une conversation entre soi et soi, en fait. Mais c'était important de faire entendre ça. Moi, mon narrateur, quand il rentre, il rase les murs parce qu'il a honte. Et ce qui va le sauver, sa grand-mère, ce qui va le sauver, c'est aussi d'être utile à d'autres. Et ça va lui permettre de se regarder à nouveau dans la glace et de se dire, bah oui, je fais quelque chose de ma vie. Et en étant au Cameroun, en ayant été rapatrié, mais je peux faire quelque chose de ma vie parce que je suis vivant encore. Et sa grand-mère va l'aider à ça. Oui, bah effectivement, la grand-mère qui lui dit qu'elle est contente qu'il soit revenu et qu'il est vivant, c'est l'essentiel. Par rapport à des tas d'autres qui ne reviennent jamais. Absolument. Effectivement, c'est très très fort. Mais justement, par rapport à ça, on a trouvé que dans votre texte, il y avait un peu une différence entre ce début de roman en Italie, à Rome, cette histoire d'amour que le personnage vit, etc. Et puis ensuite, toute la partie avec le rapatriement, la rencontre avec les associations, comme si on passait d'une une légèreté, un peu une espèce de débrouillardise, de moment où la vie est légère, on vit des histoires, à une prise de conscience de la tragédie qui se joue par rapport à cette question justement autour de l'exil, etc. Est-ce que c'était quelque chose de volontaire ? Est-ce que voilà, il y a vraiment deux parties différentes où tout glisse et coule tranquillement au fur et à mesure ? Alors ça appartient aux lectrices et aux lecteurs. Est-ce que tout glisse comme ça ? Il n'y a que vous qui pouvez me le dire. Mais après, je pense que la vie est faite de légèreté et de gravité. Mais nos vies sont faites comme ça, c'est-à-dire qu'on peut être dans un moment un éclat de rire absolu et puis on a le téléphone qui sonne et on a la nouvelle qui tombe, qui nous efface le sourire du visage, mais dans la minute en fait. Et mon livre finalement ne dit rien d'autre que ce qu'est la vie en fait. Il commence avec cette légèreté, c'est voilà, en plus dans cette ville incroyable, cette ville poème. Lui qui est dans cette situation de clandestinité, mais qui finalement le vit plutôt pas mal, oui, parce voilà, qu'il se débrouille, voilà, il a de quoi vivre, il y a cette rencontre, voilà, mais la vie est comme ça aussi parfois. Et la légèreté et la gravité se donnent la main. Et moi je voulais que le texte porte ça, ce qu'est ou ce que peut être la vie. Très bien, une belle réponse. Sur un peu ce passage en Italie, on en avait en fait beaucoup parlé quand on avait préparé la rencontre. Surtout en fait la manière dont s'articulait la première partie autour de l'Italie, puis la suite, et on avait eu l'impression qu'à un moment le narrateur, ce jeu se dissolvait pour raconter plus les autres qu'il rencontre. Alors qu'au début, on avait un jeu qui était un peu plus marqué et d'autres passages au Hill sur Yagine Fodé, ouais. Sur La Folle aussi. Comme ça, est-ce que c'est venu naturellement dans votre écriture ou est-ce que ça a été à un moment
au moment d'assembler vos notes, un choix un peu plus fort? Non, ça a été, c'est venu assez naturellement. Le jeu du début qui s'inscrit donc dans cette légèreté dont on vient de parler, où le narrateur est un peu dans ce qu'on pourrait appeler, donc si on revient au rap et au 9-3, tout ça, un ego trip, puisque c'était un jeu bien habité, et en fait, au fil des rencontres, déjà la rencontre avec soi-même et la rencontre avec les autres, au fil de la vie, en fait, qui passe par là, le jeu devient un nous, en fait, habiter d'autres jeux. Et ça, c'est la rencontre, en fait. C'est ce que dit Édouard Glissant de manière absolument merveilleuse. C'est je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre pourtant ni me dénaturer. Et le jeu, après l'ego trip du début, devient un jeu tourné vers les autres, résolument tourné vers les autres. Déjà, ce qu'il va faire au sein de l'association est tourné vers les autres. Le jeu qui rentre et qui est malade, soigné par sa grand-mère, à partir de ce moment-là, il se délite complètement, il n'y a plus d'ego trip. Il rentre et il devient quelqu'un d'autre. Mais cet autre-là est finalement un autre visage de lui. Et puis Iman, l'amour donne toujours un visage aussi aux êtres. Il y a la rencontre avec Iman, il y a l'amitié avec Aladji, il y a l'altérité, le miracle de l'altérité. Et c'était important pour moi, effectivement, de montrer aussi comment un jeu peut être transformé par les autres et comment un jeu peut devenir nous à un moment de l'existence. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce texte. Justement, en parlant d'Iman notamment, votre récit, il est rythmé par des relations très fortes à des femmes. Donc on a la relation Mélodie au début, on a Sita, le personnage de la grand-mère qui est très important, et puis on a Iman. Est-ce que ça a été volontaire de faire correspondre 3 phases, donc la vie en Italie, la reconstruction du retour et l'engagement de votre narrateur à 3 grandes déclarations d'amour à des femmes ? Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de parler des textes qu'on écrit. Non, c'était pas volontaire. En tout cas, c'était pas conscient. Et vous me le faites remarquer justement, mais c'était pas conscient, non. C'était pas conscient du tout. Le rapport à Sita, le rapport à Mélodie, le rapport à Iman, c'est arrivé au fil des mots. Et de l'histoire qui se déployait comme ça sous mes yeux, presque, parfois, parce que souvent on a l'impression qu'on écrit, mais moi j'avais parfois l'impression que c'était l'histoire qui m'écrivait. Et c'est arrivé, mais il n'y avait pas la conscience comme ça à réfléchir, d'adosser chaque étape. Non, en 3 parties, 3 femmes, 3 visages. Non, je suis pas assez discipliné pour ça, mais peut-être qu'un jour j'écrirai avec ce regard et cette maîtrise de tout. Mais pour l'instant, je laisse chanter ma plume et parfois elle m'emmène n'importe où. J'avais une question par rapport à Sita. Vous dites, c'est à la fois un personnage, c'est à la fois le nom de votre grand-mère. Mm-hmm. Jusqu'où est-ce que vous êtes allé dans l'intersection ? Est-ce que vous l'avez travaillé comme les autres en vous fiant juste à l'impression que vous vouliez rendre ? Est-ce que c'était plus un hommage ? Sita, c'est vraiment un hommage. Pour le coup, j'ai rien inventé sur Sita, à part mon narrateur, qui lui a inventé. Mais je lui ai prêté ma grand-mère le temps d'un roman, et on a fait un pacte. J'ai dit, tu me rends ma grand-mère après. Bon, pour l'instant, il la garde encore un peu avec lui, mais Sita, c'est la manière dont elle parle, parce que ma grand-mère parlait comme ça. Les mots qu'elle lui dit sont des mots que j'ai entendus. C'était une grand-mère veilleuse, incroyablement sensible, délicate, poétesse à son insu, et qui chantait sous le manguier à Bonapriso, où j'ai grandi, où je suis né. Bonapriso, c'est mon quartier, c'est la maison de mes grands-parents, donc, que j'ai prêté à mon narrateur aussi. Donc Sita est le seul personnage auquel j'avais rien à ajouter, en fait. Il fallait juste que je raconte comment elle était. Et que je fasse un deal avec mon narrateur pour qu'il ne garde pas ma grand-mère trop longtemps et qu'il me la rende à un moment donné.
En même temps, on comprend qu'il a envie de la garder. C'est un personnage incroyable. Enfin, c'est magnifique. Et justement, dans votre roman, vous avez dressé une galerie de personnages qui sont vraiment très beaux, qui sont très bienveillants, très fraternels, et des gens sublimes qui œuvrent pour les autres. Vous dites dans la postface, à la fin, que vous voulez prendre parti pour la beauté, pour la dignité, pour la justice. Alors pourquoi ce choix de personnages magnifiques, alors que justement la réalité est quand même terrible? Est-ce que c'est pour donner un peu d'espoir ou autre chose? Ah non, c'est même pas pour donner de l'espoir, c'est pour dire ce qui est. Ces personnages magnifiques existent. Donc je trouve que dans un monde dans lequel on asphyxie et dans lequel on se noie trop souvent en mots troubles, quand il y a des interstices de lumière, quand il y a de la beauté, il faut en parler aussi. Il s'agit d'équilibre. Vous savez, les ténèbres ne peuvent pas dissiper les ténèbres. Ça, c'est ma grand-mère qui disait ça aussi. Et elle a raison. On peut, comme on dit au Cameroun, on peut monter et descendre. Les ténèbres ne pourront jamais dissiper les ténèbres. Donc si, pour dénoncer des choses, je parle seulement d'ombre, j'en sors pas. Par contre, si je parle de lumière, parce qu'elle existe, en plus pas parce que je l'invente, parce que Père Antoine existe, je ne l'ai pas inventé, Père Antoine. L'accueil qu'il fait de ces jeunes gens est réel. L'association Cajma en Bretagne, qui regroupe des familles d'accueil, elle est réelle, cette association-là. Il y a des gens, des justes, dans le monde, dans les pays du Nord, dans les pays du Sud, qui œuvrent pour que nos différences arrivent à tenir ensemble. Et on n'en parle pas, parce qu'on est toujours en train de parler de la catastrophe, et on parle pas de ces gens-là. Et c'est important, s'ils existent, d'en parler. Ils sont magnifiques parce qu'ils font et parce qu'ils sont. Ils ne sont pas magnifiques parce que je les écris et je les invente. Ils sont d'abord magnifiques parce qu'ils sont et parce qu'ils font. Et moi, je peux rendre compte de ça parce que j'ai eu la chance d'en rencontrer. Et si je ne m'en rends pas compte, je passe à côté de ce que doit être un livre comme celui-ci, si je m'empare de cette question-là. Si je ne parle que de la révolte et de tous ces gens qui essayent de nous séparer, ben je passe à côté quand même, parce qu'il y a d'autres gens qui font tout le contraire. Et je ne sais pas s'ils sont moins nombreux, plus nombreux, peu importe qu'ils soient plus nombreux ou moins nombreux, ce qui compte, c'est qu'ils existent en fait. Et en tant que romancier, en tant qu'artiste, je dois dire ce qui existe. Je ne peux pas juste parler de choses négatives parce qu'elles font plus de bruit. La catastrophe fait toujours plus de bruit que malheureusement, hein, elle a plus de résonance, en tout cas médiatique, que la bienveillance, que l'humanité au sens le plus noble de ce mot-là. Et pourtant, cette humanité, cette bienveillance existe vraiment, et je ne l'ai pas inventé, ça. Et je le raconte parce que pour moi, il s'agit d'un équilibre. Les ténèbres ne pourront jamais dissiper les ténèbres. Et qu'en plus, en le racontant, j'ai l'impression que je fais quelque chose auquel je m'attelle depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire de ne pas seulement m'engager contre, c'est de m'engager pour aussi. C'est pas la même chose en fait. Quand on s'engage contre, on peut être mangé par ce contre quoi on se bat. Je pense que parfois il faut s'engager pour. Et s'engager pour la vie, s'engager pour la beauté, s'engager pour que la vie soit une cause au-dessus de toutes les causes, s'engager pour la fraternité, pour la sororité, s'engager pour la bonté. Alors, c'est des mots qui semblent comme ça désuets, mais qui existent vraiment et qu'on peut remplir de sens, qu'on peut incarner. Et il y a des gens qui les incarnent. Et c'est important d'en parler, à mon sens en tout cas. Oui, effectivement, c'est, comme vous dites si bien, les termes de bonté sont vraiment mis de côté aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui retranscrit vraiment dans votre roman. La lumière, de voir voilà, des gens qui portent des choses, qui sont présents, qui aident les autres, et pas seulement des dénonciations de conditions de vie. Et c'est quelque chose de très très fort. Enfin, on a vraiment trouvé que c'était très fort. Par rapport à ces questions-là, vous utilisez très régulièrement l'écriture comme un moyen de retrouver de la dignité, de passer du survivre au vivre ou de passer de vivre à sur-vivre. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous-même ? À quel point ça a été une partie qui est amenée par votre personne et votre travail d'écrivain, et à quel point ça a été aussi quelque chose qui est au niveau de la narration et d'un besoin de récit ? Alors ça aussi, ça a été une évidence, c'est que j'anime des ateliers depuis maintenant plus de 15 ans, des ateliers d'écriture, et puis au-delà de ces ateliers que j'anime, j'ai un rapport à l'écriture qui maintenant fait que le geste d'écrire est en prolongement de ce que je suis,
et que l'écriture me sauve. L'écriture m'a sauvé il y a plus de 25 ans. Et elle me sauve encore aujourd'hui, et elle sauve mes idéaux, en fait. Parce que grâce à l'écriture, je peux inscrire mes idéaux, je peux faire acte de présence au monde, je peux me rappeler qui je suis, je peux me demander comment je vais, je peux répondre à la question, je peux me dire où j'en suis de mes espoirs, de mes illusions perdues, de mes rêves, de mes révoltes. Et que je peux, en plus, passer ça, transmettre ça, partager ça avec d'autres. Et quand ils sont plus jeunes, leur donner un outil. Alors même s'ils n'ont pas forcément envie de devenir écrivain, mais un outil pour soi, écrire pour soi, avoir une chambre à soi, comme dirait Emily Dickinson, dans laquelle on peut respirer. Et l'écriture sert à ça aussi. Et en parlant donc de réfugiés, de mineurs réfugiés, certains que j'ai pu avoir en atelier d'écriture, je réalise aussi à quel point l'écriture peut être thérapeutique, à quel point l'écriture peut redonner, ce que je disais tout à l'heure, visage et sourire aussi, parce qu'elle nous rappelle à nous-mêmes. Et ça a été assez évident que ces ateliers d'écriture existent dans ce livre, par la rencontre entre mon personnage et les jeunes réfugiés, et qui est un programme comme ça, proposé à des associations pour que des gamins s'emparent des mots, pour se dire dans le monde, pour dire le monde, et pour dire leur présence dans le monde, en fait. Donc c'était assez évident de mon narrateur lui-même déjà ayant des velléités d'écriture, c'était assez évident que cette écriture soit aussi quelque chose de partagé avec des jeunes, surtout que je parlais de mineurs réfugiés dans le texte. Et justement, on a parlé un petit peu de la façon dont vous écrivez. Voilà, alors on s'est demandé un peu comment vous travaillez votre texte. Voilà, c'est des questions très pratico-pratiques. On sait par exemple que vous aimez beaucoup Gaël Faye, qui lui travaille ses textes, son écriture, en ayant d'abord la musique. Il va travailler un rythme, il va travailler une musique qu'il va porter en concert, puis il va créer le texte. Alors vous, comment ça se passe? Est-ce que vous commencez par écrire? Est-ce que vous commencez par déclamer à voix haute? Comment ça se passe? Alors ça dépend des projets. La poésie et la manière dont j'écris la poésie, la manière dont j'écris les romans. Alors je dis les romans, ça fait un peu genre romancier installé depuis 30 livres. La manière dont j'ai écrit les 2 romans est un peu différente de la manière dont j'écris de la poésie. Mais dans les 2 cas, j'écris du bout des lèvres. J'ai besoin d'entendre la musique. Je dis souvent d'ailleurs aux étudiants que j'ai en face de moi que je suis musicien. Parce que comme un musicien, pour entendre une fausse note, il faut jouer de son instrument. Si je suis guitariste, pour entendre une fausse note, je ne peux pas juste regarder ma guitare, il faut que je la prenne en main, que je fasse quelques notes, et là je dis « Ah tiens, là ça sonne... » Et moi c'est pareil, quand j'écris, j'ai besoin d'entendre la musique des mots, donc j'écris du bout des lèvres, toujours. Alors qu'il y ait de la musique ou pas de musique, d'ailleurs au sens instrumental du terme, la musique est dans les mots, d'abord dans les mots. Et donc quand j'ai terminé une page, je la lis, après à voix haute, après avoir écrit comme ça du bout des lèvres, je la lis vraiment à voix haute. Et quand j'entends qu'il manque un mot, voilà, soit j'efface tout, ou je reviens sur le passage qui manquait de rythme, de tempo, ou de juste tempo, parce qu'il y a toujours un rythme et un tempo, mais qui manque de juste tempo, à mon sens, dans mon ressenti. Et voilà, donc je travaille comme ça, avec cette idée que le texte doit être musique aussi. Parce que la poésie est aussi musique de mots. Bien sûr, tout à fait. Est-ce que du coup c'est pour ça que vous avez une telle facilité à passer des Lumières d'Oujda comme roman à une lecture musicale, à un spectacle? Alors c'est pour ça, je ne sais pas si je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière le fait de mettre en voix et en musique mes textes. Tous les textes que j'ai publiés, je les ai mis en voix, en musique. Je ne savais pas si je le ferais pour les romans. Et finalement, je l'ai fait assez naturellement. Mais ça vient surtout de quelque chose que ma mère disait. Ma mère était prof de lettres et de philo à Douala. Et elle disait que la littérature était une fête et que tout le monde devait être convié à la fête. Et moi qui parcours le monde, il y a des endroits où les gens ne savent pas lire, juste ça par exemple. Comment est-ce que je fais pour convier des gens qui ne savent pas lire à la fête? Il faut que je dise le texte. Voilà, donc il y a aussi quelque chose d'une nécessité, au-delà du fait que j'aime l'idée qu'à un moment donné, un texte écrit dans une froide solitude comme ça puisse être partagé avec d'autres, des musiciens qui accordent leur sensibilité à la mienne.
J'adore ça, que les sensibilités s'enlianent, qu'on puisse dire ensemble avec des musiciens, des musiciennes, quelque chose d'un texte que j'ai écrit et de la manière dont ils le ressentent. Mais il y a aussi la nécessité de prolonger cette phrase de ma mère: la littérature est une fête à laquelle tout le monde doit être convié. Et le seul moyen de convier des gens qui ne savent pas lire, par exemple, ou qui n'aiment pas lire, parce que ça aussi, il y a des gens qui jamais rentreront dans une médiathèque, jamais dans une librairie, jamais, mais qui, en se promenant un week-end lors d'un salon du livre ou d'un festival comme Hors Limite, quand à nouveau on pourra se retrouver comme ça dans les salles, peuvent être happés par une phrase, par un paragraphe, par une musique, et avoir envie de poursuivre la conversation. Donc si je garde ça uniquement pour des lettrés, des gens très sérieux comme ça qui viennent à la médiathèque de Bagnolet, ben c'est dommage, parce que peut-être qu'il y a des gens qui viennent jamais à la médiathèque qui ont le droit d'entendre aussi de quelque chose de ce texte. Donc voilà, je fais ce que je peux. Oui, parce que justement, pas mal de vos œuvres, on pense à Les Lumières d'Oujda, que vous avez aussi fait un spectacle qui s'appelait Traversée. Traversée. Ça. Dien Bien Phu, qui a aussi été fait un spectacle, et votre Olni Fragment. Oui. Alors justement, par rapport à ça, on a une question. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent s'écouter, se lire de manière totalement différenciée ? Est-ce que, par exemple, si on assiste à votre spectacle sans avoir lu, on en retirera la même chose, ou est-ce que ça se complète quand même, ces différentes œuvres ? Alors moi je ne peux pas répondre à ça, c'est pareil, c'est un peu c'est les gens en fait qui peuvent y répondre. Moi j'ai le bonheur en tout cas d'avoir des retours de lecture, des livres que j'écris, de merveilleux retours de lecture, des retours aussi de spectateurs qui viennent me voir sur scène, et parfois les spectateurs ont lu les livres, parfois ils n'ont pas lu les livres, mais finalement je pense que ça appartient à chacune, à chacun de savoir finalement si c'est complémentaire, si... Fragment, là je peux répondre pour Fragment, c'était vraiment différent. Fragment d'ailleurs réalisé en complicité absolue avec Frédéric Ebami, qui est là dans la salle, qui se cache derrière son masque, et Alain Laribet, qui sont mes amis frères. C'est un travail à trois. Les visuels sont de Fred, le texte est de moi, et la musique, qui est la BO du livre, est composée par Alain Laribet. Donc là, on a trois univers complètement différents, et qui, dans le texte, dans le livre, s'épousent absolument, et en même temps peuvent se vivre complètement séparément. Parce qu'on peut écouter le vinyle, Fragment, sans jamais lire le livre. On peut assister à l'expoésie de Fred, les visuels projetés ou exposés dans une galerie sans même être au courant que ce texte existe, que ce vinyle existe. Et on peut lire le livre où on a à la fois mes mots, les visuels de Fred, sans savoir qu'il y a une BO en fait. Mais ça, c'était un projet qu'on avait, c'était une fantaisie. Et comme on est des grands romantiques, Fred, Alain et moi, on a eu envie de faire un projet comme celui-là qui est un Olni et qui nous va bien. Parce que quand on était petits, Fred et moi, souvent on disait qu'on était des extraterriens. Mais on était petits, hein, donc c'est passé. Depuis, nous sommes devenus des terriens, comme tout le monde, mais enfin pas comme tout le monde, mais des terriens quand même. Ouais, mais pour les autres livres, là finalement ça appartient à chacun. Il y a des gens qui connaissent les spectacles, qui n'ont jamais lu les livres, et d'autres qui m'ont jamais vu sur scène en train de les dire, mais qui, je pense, arrivent quand même à entrer dans la danse des mots offertes en partage. D'ailleurs, on n'a pas précisé ce que voulait dire Olni. Vous voulez le faire ? Non, allez-y, justement, je vous laisse là. Parce qu'on utilise cet acronyme, mais il y a quelque chose derrière, donc si vous... Oui, alors Olni, c'est un objet ou ouvrage littéraire non identifié. C'était un peu le... Oui, c'était un peu le pari, en tout cas, et le défi qu'on s'était lancé déjà, et le pari avec notre éditeur qui nous a suivis, Bernard Chauveau, qui nous a suivis dans notre folie, parce que souvent les éditeurs disent « mais moi je publie des livres, live, un livre, des visuels, une BO, enfin voilà ». Et on a eu la chance d'avoir Bernard Chauveau qui a cru en ce projet et qui nous a accompagnés et qui a produit un texte qui compte beaucoup pour nous, mais pour plein de raisons, parce que il invite à réapprendre à vivre. Moi, il compte pour moi à cet endroit-là, parce qu'il me rappelle qu'il faut sans cesse réinterroger la question et la notion de vivre. Et puis, il me rappelle qu'avec Fred, on a des rêves depuis l'âge de 10 ans. Et c'est bien d'avoir ce livre-là, parce que ça nous rappelle
que depuis l'âge de 10 ans, on rêve plus grand que nous. Et là, cette année, on travaille sur notre premier roman graphique ensemble. Très bien. Voilà, donc c'est une exclusivité. C'est super. On voudrait en savoir plus à un moment donné quand même. Mais vous en saurez plus à un moment donné. Je peux déjà dire, allez, je pense que je peux dire que le roman graphique est un prolongement des Lumières d'Oujda. Et va s'atteler à raconter des personnages des Lumières d'Oujda. Mais j'en dis pas plus parce que Fred est là. Ça donnera, j'espère, encore plus envie de lire le livre et puis de continuer. Olni, pour le coup, a été aussi accolé à Dien Bien Phu et aux Lumières d'Oujda. Pourtant, les deux ont été publiés comme romans. Est-ce que ce sont pour vous des classifications plus d'éditeurs ou c'est plus de choses... Enfin, ce sont des mots dont vous vous êtes emparé? Alors, en fait, pour Dien Bien Phu et pour Les Lumières d'Oujda, c'est des journalistes qui ont trouvé que c'était aussi des... C'est pas moi qui ai dit à des... qui ai présenté ces livres ainsi. C'est notamment Les Lumières d'Oujda, je crois que c'était dans le Figaro littéraire. Mohamed Aïssaoui, je crois, qui a dit que c'était un Olni au sens le plus... je ne sais plus exactement comment il a titré son article. Mais là, c'est des retours, en fait, finalement, de lecture. Mais je crois que c'est le côté hybride en fait des textes que j'écris, que ce soit les Dien Bien Phu ou les Lumières d'Oujda, le fait de passer de la prose enfin les lettres, le rap dans les Lumières d'Oujda, la poésie dans Dien Bien Phu, enfin la forme aussi poétique et la manière dont je découpe mes phrases. Je crois que c'est surtout lié à cette hybridité-là. Après le reste, pour moi, c'est des romans puisque l'idée était d'écrire des romans. Mais par exemple, j'ai un éditeur, René Saint-Éloi, un de mes éditeurs de poésie, qui dit que ce sont des romans-poèmes. Lui, il me dit que tu as inventé un genre, c'est le roman-poème. Et moi, ça me va que le mot poème, mais encore une fois, c'est pas moi. Moi, je me contente d'écrire. Et en tant qu'artiste, je me contente de me chercher et je laisse aux autres le soin de me trouver des qualités ou des défauts d'ailleurs. mais moi, je me contente juste de me chercher. Et je me dis pas, ouais, je vais écrire un roman-poème demain. Et j'écris. Et après, les autres trouvent que c'est un roman-poème, que c'est un Olni, que c'est un roman. Certains même que c'est pas un roman. Mais c'est pas très important finalement. Ce qui compte, c'est que j'essaye de le faire à chaque fois en étant le plus sincère possible et le plus juste possible, surtout en plus avec les sujets que j'ai abordés, soit la colonisation et les luttes de décolonisation dans Dien Bien Phu ou les réfugiés, les migrations dans les Lumières d'Oujda. C'est des sujets avec lesquels je ne peux pas faire l'économie de la nuance qui est le luxe de l'intelligence, comme disait Albert Camus. Et j'essaye d'écrire adossé à cette phrase. J'essaye. Et justement, on a donc plusieurs ouvrages en présentation. Vous avez expérimenté différents éditeurs au fil de votre carrière. Qu'est-ce qui vous ont apporté, ces éditeurs ? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Beaucoup, mais ils m'ont fait grandir en humanité, certains. En tout cas, j'ai des relations avec René Saint-Éloi, par exemple, qui a publié ma poésie et qui publie mon prochain recueil, encore une exclue, qui publie mon prochain recueil chez Mémoire d'Encrier. René, c'est un de ses aînés bienveillants, c'est un grand frère que la vie m'offre de rencontrer et qui est devenu mon éditeur aussi. Enfin, il est devenu mon éditeur et maintenant c'est devenu un aîné, un grand frère, comme ça, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime profondément, qui est poète aussi, poète incroyablement beau et fort et tendre aussi. Et par exemple, ça, c'est la littérature qui m'a offert de rencontrer René Saint-Éloi. Sabine Mespizer a désinhibé mon rapport quand j'écrivais Dien Bien Phu. Au bout d'une vingtaine ou trentaine de pages, j'ai envoyé un message à Sabine en disant: écoute, je ne sais pas si je suis en train d'écrire un roman, parce que quand je me relis, je m'entends déclamer le texte. Donc je ne sais pas trop, est-ce que je peux t'envoyer 30 pages là, du texte, pour que tu me dises si pour toi il y a un roman là. Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a libéré complètement, parce qu'elle m'a répondu:
mais tu es profondément poète, ne cherche pas à travestir ton écriture parce que tu embrasses un nouveau genre littéraire. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, je me suis plus posé la question de est-ce que c'est un roman ou pas un roman. J'ai laissé chanter ma plume, en fait, juste. Et ça, c'est quelque chose qu'elle m'a donné, qu'elle m'a, dans cette conversation qui a eu lieu pendant l'écriture de Dien Bien Phu. Quand j'ai commencé Les Lumières d'Oujda, je ne me posais aucune question, en fait. Je laissais chanter ma plume. Et je sais que je peux écrire des romans, même si je les entends, même si j'ai envie de les rapper, de les slammer, de les déclamer. Je sais que je suis capable d'écrire des romans. Parce qu'une éditrice sérieuse, importante, m'a dit cette phrase-là. Tu es profondément poète, ne cherche pas à travestir ton écriture parce que tu embrasses un nouveau genre littéraire. Voilà, et Philippe, chez Calment Lévy, donc Elisa, donc mes éditeurs chez Calment Lévy, une relation d'amitié, de confiance, et puis le fait de croire dans les mots que j'écris assez pour avoir envie de les porter à la connaissance de quelques personnes et de les partager avec d'autres. Le roman graphique sera chez Calment Lévy aussi. Donc il y a une vraie confiance qui porte aussi en tant qu'auteur, qui porte le fait d'avoir des gens qui ont confiance en vous, qui croient en vous et qui vous disent oui, mais tu peux avoir les projets les plus fous du monde, on te suit. Ça libère quand même pas mal d'espace pour travailler ou faire semblant de travailler, mais ça libère pas mal d'espace en tout cas. On voit vos paroles, c'est pour ça. On aimerait vous laisser parler comme ça, c'est magnifique. Faut pas me dire ça, je vais pas m'arrêter. Alors, attention, on n'est pas sorti de l'auberge, de la médiathèque. Mais peut-être une question qui reprend une ancienne réponse. Vous parlez énormément de musique. C'est très joli comme question qui reprend une ancienne réponse. Alors moi, le temps que je réfléchisse à ça, je veux bien entendre la question qui reprend l'ancienne réponse et je garde quand même ça dans un coin de ma tête. Je le sortirai dans un dîner en ville. C'est une question qui reprend une ancienne réponse. Pardon, excusez-moi. Non. La musique est extrêmement présente dans Les Lumières d'Oujda. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur les références que vous avez utilisées ? Ah oui, avec grand plaisir. Oui, il y a beaucoup d'intertextualité dans les livres que j'écris. Alors souvent, c'est des poèmes et des poètes que je cite, ou dont je fais surgir les mots à l'intérieur des miens. Et dans Les Lumières d'Oujda, il y a beaucoup de rap. Il y a beaucoup de rappeurs, de rappeuses, Kenny Arcana, Oxmo Puccino, Lunatic. Il y a Gaël Faye aussi, d'ailleurs, à un moment donné. Et puis plein de rappeurs camerounais aussi. Enfin, il y a quelque chose. C'est mon roman le plus hip-hop en fait. Il y a les Fujis déjà. Bien sûr, déjà. Voilà, il y a les Fujis. Donc j'appelle ces jeunes réfugiés ainsi, en hommage à ce groupe aussi qui a bercé mon adolescence à Douala et puis en hommage à Lauryn Hill, dont j'étais secrètement amoureux, mais comme la plupart de tous les garçons que je connaissais à l'époque. Mais voilà, il y a effectivement dans le rap, dans ces trois lettres, RAP, Rhythm and Poetry, et quelque chose que nous on disait aussi, RAP, réapprendre à parler. Je le dis dans le texte, mais c'était vraiment ça aussi pour nous le rap. C'était réapprendre à parler. Et si on anime des ateliers d'écriture auprès des gens qui ont été coupés de leur voix, coupés d'eux-mêmes, à cause de l'enfer traversé, il y avait une évidence aussi à réapprendre à parler pour soi, à réapprendre à parler de soi, et donc le rap était évident. Yagin et Fodé sont deux jeunes aspirants rappeurs, c'est des musiciens qui rêvent de featuring avec tous les rappeurs qu'ils aiment et toutes les rappeuses qu'ils écoutent, et puis surtout le rap parce que c'est la musique que ces jeunes gens écoutent en fait. Quand ils traversent, quand ils sont dans le désert, quand ils sont sur la route, ils écoutent du rap. C'est une musique qui leur donne de la force. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés écoutaient du rap, écoutent du rap. Et comme tous les gamins, j'ai un fils qui a 20 ans, cette génération est nourrie de rap. Elle écoute cette musique, et qui n'est pas seulement une musique de décor pour eux, c'est aussi une musique qui donne de la force en fait. Et quand on a 20 ans, dans les années dans lesquelles nous sommes là en ce moment, je pense qu'on a besoin de force, de gens qui nous parlent.
adolescent, on avait Solar, on avait NTM, on avait... alors, moi, j'écoutais pas trop NTM quand j'étais à Douala, j'ai découvert vraiment NTM ici, j'écoutais comme ça. Mais il y avait cette musique, il y avait IAM qui parlait du monde, il y avait MC Solar qui faisait quelque chose avec les mots, d'incroyable. Alors, j'avais les poètes, et puis j'avais les rappeurs. Les poètes que je lisais dans ma chambre à Bonapriso, et puis les rappeurs que j'écoutais dans le même lieu. Et il y avait ces mots qui arrivaient du monde entier et qui me disaient quelque chose de moi, qui me disaient quelque chose d'un ailleurs que je devinais, dont j'avais l'intuition, et qui me donnait envie de découvrir cet ailleurs, en fait. Et également aujourd'hui, cette musique, en tout cas, elle a cette force-là. Et je pense que quand on écoute certains rappeurs, en tout cas, on peut comme ça... Alors je vais encore convoquer Gaël Faye, mais on peut respirer mieux. Ben justement, une question un peu plus classique. On est dans une bibliothèque entourée de livres. On ne pouvait pas passer à côté de vous poser la question de votre parcours de lecteur. Quels sont justement les textes que vous avez lus, les auteurs qui vous ont marqué dans votre jeunesse, qui vous ont ouvert à la poésie, à l'écriture? C'est une question un peu large, mais... Absolument, mais il y en a beaucoup. Alors, je vais parler de ceux que je mets dans mon panthéon personnel. Aimé Césaire, René Char, qui sont mes poètes totems, mes professeurs d'espérance, les premiers, ceux qui ont révolutionné mon rapport au mot, au monde aussi, à la vie. Césaire, après avoir lu le cahier d'un retour au pays natal, je savais que ma vie serait plus jamais la même. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'intuition que ma vie serait plus jamais la même. Et mon rapport à l'écriture a été complètement bouleversé. Parce que je lisais beaucoup de textes classiques, j'écrivais aussi de manière très classique. Et quand j'ai lu le cahier, en fait, j'ai compris une chose, c'est que la poésie est la respiration de la femme et de l'homme debout. Et c'est ce texte qui m'a fait comprendre ça. En fait, il ne s'agissait plus d'écrire, de faire des rimes, mais c'est normal, j'avais 15 ans, j'apprenais à écrire. Et j'apprends d'ailleurs encore à écrire. Mais le texte de Césaire est venu me dire que la poésie n'était pas seulement une manière d'écrire. C'était une manière d'habiter le monde, en fait. Et de l'habiter digne et debout. La respiration de la femme et de l'homme debout. Donc je dois ça à Aimé Césaire. Et puis il y a René Char. Il faut imaginer un gamin à Douala, à Bonapriso, au Cameroun, qui rêve de devenir écrivain, qui n'a pas de plan B dans la vie, et puis qui, en parcourant la merveilleuse bibliothèque Acajou de sa mère, tire un livre au hasard. À l'époque, je crois que c'est le hasard. Après, je découvrirai des années-lumière plus tard que parfois, c'est les livres qui nous choisissent parce qu'ils ont des choses à nous dire de nous que nous ignorons encore. Et j'ouvre au hasard encore, puisque je crois que c'est le hasard, et je tombe sur ces mots. « Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. » Et je me mets à pleurer. Parce qu'en plus, il me dit « tu ». Je prends ça comme une injonction et jamais eu de distance avec la poésie. J'ai l'impression que cet homme-là, René Char, que je ne connais pas, me parle à moi. Je rêve de devenir écrivain, c'est quelque chose de secret, à part Fred et quelques personnes de mon cercle amical. Personne ne sait ça. Et puis je tombe sur ces mots. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais... Et je prends ça pour moi. Je me dis, mais il me parle à moi, il sait. Et après, je lis tout de Char et le rapport à la poésie est bouleversé, mais le rapport à la vie aussi, parce que plus tard, quelques pages plus loin, quelques matins plus loin, je lis « Va vers ton risque, serre ton bonheur, impose ta chance, à te regarder, ils s'habitueront. » Et je me dis, oui, c'est ça que je veux faire. Mais dans la vie, pas dans l'écriture, dans la vie, aller vers mon risque. Serrer mon bonheur, imposer ma chance. Et la poésie est mon risque, mon bonheur et ma chance depuis plus de 25 ans maintenant. Donc voilà, ces deux poètes ont ça. Je les porte avec moi partout, parce qu'ils sont là. Et puis il y a René Depestre, que je trouve absolument formidable, parce que René Depestre m'a aussi dit qu'on avait le droit de parler d'amour quand on était poète, comme Paul Éluard. Parce qu'on pouvait penser que la poésie, c'est la résistance, c'est la dénonciation, mais en fait, eux, ils m'ont dit, mais tu as le droit de parler, tu as même le devoir de parler d'amour. Éluard dit de la force de l'amour. Oh, toi que j'aime, tu rêvais d'être libre, je te continue. Mais c'est beau, c'est juste simple et beau, et c'est la vie aussi. Et donc Paul Éluard, absolument, dans ce panthéon. René Depestre, pour la tendresse. Ces mots, la tendresse des poètes, voyage en baleine bleue autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition.
c'est merveilleux, commencer sa journée en lisant De Pestre. Et on a l'impression qu'on peut nous tirer dessus, la balle passera à gauche en fait. Et ceci dit, je ne souhaite à personne de se faire tirer dessus. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire d'essayer le truc. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et puis oui, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Mais je pourrais citer ceux-là. Et puis Georges Castera, poète haïtien merveilleux aussi, qui me bouleverse depuis très longtemps. Et puis Nadia Tueni, poétesse libanaise. Et dans les romanciers, Dany Laferrière, que j'aime beaucoup, Lionel Trouillot aussi, que j'aime beaucoup, qui sont des romanciers qui me touchent, dont la plume me touche vraiment. Tous les livres de Dany Laferrière me touchent parce qu'il y a un ton, une légèreté qui n'est pas absence de profondeur. Et moi, ça me touche beaucoup, surtout L'énigme du retour, qui est le roman de Dany Laferrière qui m'a bouleversé. Alors certainement pour plein de raisons, mais c'est le livre qui m'a le plus touché de Dany Laferrière. Et puis quand j'étais très jeune, alors Camus, je ne sais jamais où le mettre, mais c'est le philosophe qui me parlait, mais il fait partie aussi des auteurs. Et puis la proximité avec René Char, ils étaient très amis. Il y a quelque chose chez Camus qui me touche beaucoup. L'homme révolté qu'il était et la manière dont il a pris la plume comme journaliste, comme essayiste, comme homme de théâtre, comme romancier, il y a quelque chose aussi chez Albert Camus qui me touche beaucoup. Et quand j'étais adolescent, donc il y avait Hemingway aussi pour Cuba, que je fantasmais, que je rêvais et où j'allais parfois boire des verres grâce au livre d'Hemingway en fait. Et du coup là vous avez cité des grands noms de la poésie, de la littérature, des grands penseurs. Est-ce qu'il y a des plumes en devenir ou des nouvelles plumes qui vous bouleversent aussi aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr, mais moi j'ai la chance en fait d'être bouleversé tout le temps. J'anime beaucoup d'ateliers d'écriture. Là j'en ai animé un la semaine dernière. En Bretagne, vendredi matin, j'ai eu cette phrase d'une élève de 6e. Je suis une petite main qui coule à venir. Voilà. Je suis bouleversé tout le temps par les plumes, par les mots, portés par des gens, parfois qui écrivent des poèmes, parfois qui écrivent des chansons, et puis parfois qui écrivent pas et qui se retrouvent dans un atelier avec moi et qui lâchent prose et qui offrent comme ça des mots qui ont une résonance que j'emporterai avec moi partout. Cette phrase, elle m'a bouleversé. Une élève de 6e, je suis une petite main qui coule à venir. Voilà, c'est la magie des mots, le pouvoir des mots, la tendresse des mots, l'innocence des mots, la vulnérabilité des mots et leur force aussi. Et puis dans les artistes contemporains, il y a Gaël Faye que je trouve fulgurant, vraiment. Alors c'est un ami, donc je pourrais effectivement dire que je ne suis pas objectif, mais parce que je l'aime à un autre endroit que la littérature, c'est vraiment un frère. Mais Gaël, je trouve qu'il a une plume fulgurante, vraiment, c'est un des poètes les plus fulgurants de ce siècle, à mon sens. Hein. Il y a Saul Williams, qui est un poète, slammer, activiste américain, qui m'a donné envie de slammer il y a quelques années maintenant. Et puis il y en a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Je pourrais vous citer comme ça encore et encore. Allez-y. On prend des notes. Et encore, ouais. Des auteurs qui me touchent, et certains des auteurs d'ailleurs qui ne publient pas, qui disent leurs textes sur scène, qui portent leurs mots sur scène. Une poétesse comme Gaëlle Roche, par exemple, qui est une poétesse qui me touche beaucoup, dont les mots me touchent. Alors, elle n'a pas publié. Il y a plein de gens qui viennent du slam, du rap, qui n'ont pas publié encore de texte, mais qui disent leurs textes et qui sont bouleversants. Il y a toute une génération là de jeunes et de moins jeunes qui écrivent et qui disent et qui ont un vrai rapport aux mots sincère et juste. Et qui donne de la force à celles et ceux qui les lisent et qui les écoutent. Je crois que c'est une très belle note pour s'arrêter, ceci. Voilà, et on va enchaîner avec une lecture de passage des Lumières d'Oujda. Avec plaisir. Ciel, feu,
Le sable brûle les pieds nus des femmes et des hommes qui marchent perdus à côté de leurs pompes et de leurs ombres silencieuses. Dans le riff, il neige. Sortilèges, chansons, bohèmes et poèmes révolutionnaires. La route est longue vers le bonheur qui n'existe pas, pas totalement. Il y a toujours un être qui manque, ou un pays, une terre, une mer, une montagne, un paysage, un visage, un plat, un parfum, une odeur, une langue, une ville, une vie de rien, grande comme un tout. Boudille à soi, ou presque à soi, quelque part, une part de soi, de douceur, en soi, part de vide aussi, impossible à combler, et pourtant les femmes et les hommes marchent, pieds nus, perdus vers le bonheur ou l'idéal, idéal qui n'existe pas non plus, pas totalement, depuis la nuit des temps, des femmes et des hommes marchent, lucioles, lucides, sur la condition humaine au fond. Pas à pas, elles et ils s'en viennent. Elle et ils deviennent, filles et fils des dunes, filles et fils de lune rouge et pleine, intense et belle. Elle et ils disent: nous venons en paix suicider le silence et renaître, mettre au monde un champ de terre latérite, mémoire d'encre vive, cendre d'espérance, fragile orchidée, plantée dans le champ d'un rêve de 1000 ans reporté. Elle et ils savent quand sonne l'heure, peut-être la dernière, là derrière le mirage, l'heure bleue de l'exil. Les réfugiés sont une cicatrice sur la figure de l'homme aux 1000 visages, l'irruption sans précédent d'une minorité sans dents, dérangeante au bouche à bouche avec l'histoire du monde. Trop, c'est trop, trop, c'est trop, trop, c'est trop, non ? Trop de corps qui flottent à fleur d'eau et la mer meurt elle aussi chaque jour et chaque nuit du trop plein de cadavres gisant dans ses tréfonds. Trop de femmes, trop d'enfants, trop d'hommes, trop de corps qui flottent à fleur d'eau, de mer morte elle aussi. Trop de, trop c'est trop, pourtant le naufrage poursuit son naufrage, le naufrage de l'humanité elle-même qui se noie, s'est noyée tant de fois, se noiera encore dans l'indifférence générale et le silence sidéral de la majorité sans humanité belle, j'entends. Les cris SOS des hommes à la mort, mitraillés par d'autres hommes qui gardent côte et tentent de faire couler dans l'océan femmes, hommes, enfants de Syrie, les réfugiés sont une cicatrice sur la figure de l'homme aux 1000 visages, l'irruption sans précédent d'une minorité sans dents, dérangeante au bouche à bouche avec l'histoire du monde. Trop, c'est trop, et pourtant... Pourquoi on part ? Parce que nous savons qui nous sommes, des ingouvernables, et nous avons soif de vivre et faim du monde. Pourquoi on part ? Parce que nous roulons jeunesse, Arthur Rimbaud d'une époque opaque, livrée à elle-même et à ses démons intérieurs. Pourquoi on part ? Parce que nous avons dans nos cœurs insulaires des rêves plus grands que nous, des rêves plus grands que tout, des rêves qui nous tiennent debout dans le vent, nos pays et nous, des rêves qui nous gardent fous, à lier nos espoirs, délier nos langues de feu. Pourquoi on part ? Parce que nous avons des rêves qui donnent plein sens à nos jours et parce que nous savons que la vie ne nous attendra pas, la vie n'attend jamais personne au tournant, la mort si, morsure violente parfois qui nous prend par surprise, nous prend tout ce que nous avons et n'avons pas, tout sauf ces rêves par milliers, séismes et sèves de nos existences brûlées à l'essence, alors nous tentons le tout pour le tout monde. Pourquoi on part ? Pour ne plus die, pour ne plus cry, parce que l'espoir a fly, parce que mbindi, l'horizon s'est couché pour ne plus jamais se relever. On part à cause du principe d'Archimède, on part parce que l'homme est mobiliste, appelé à partir toujours, on part par nécessité de bifurquer sur de nouvelles voies sans violence, nouvelle vie, moins hardcore. On part pour esquisser des chemins nouveaux sur la mer et des pas de danse de côté, tracer des incertitudes, recharger nos crayons d'encre à éteindre
l'éternité pour redessiner nos visages dans la nuit et repeindre les murs des villages traversés aux couleurs du ciel. On part pour inverser le cours de l'histoire, renverser la peur, infléchir la politique des gouvernements du monde qui méprisent les misérables que nous sommes du nord au sud, de l'ouest à l'est d'Éden qui... Pourquoi on part? Parce que et je vais vous lire un dernier extrait, si vous êtes d'accord, parce que c'est un moment de démocratie participative. Nous votons pour. Beyrouth. Il est 7 heures, tu dors encore, après l'amour. Tous les matins du monde ont le même visage, le même rythme frénétique, le même tempo de cœur frémissant qui battent effrénés dans le jour naissant. Cœur d'enfants, de femmes et d'hommes sur le chemin de l'école, du travail, de chimères sociales. Cœur qui marche, roule, rame, crame à la même cadence pour débrouiller la vie, chercher l'essence, le sens de celle-ci, chercher les dos, chercher l'or ou l'art de vivre à sa bonne heure, déverrouiller les portes closes, faire bouger les lignes de l'existence. Tous les matins du monde ont le même visage. De Beyrouth à Douala, en passant par Oujda ou Bagnolet, des parents du grand village Planète Terre envoient filles et fils à la recherche du temps perdu, fabriquent du futur qui se gagne selon certains à la sueur du front, s'inventent selon d'autres à chaque instant de face à face en phrase avec soi-même, en phase. Tous les matins du monde ont le même visage. Je vivrai bien avec toi un jour, rue du Monde, dans une grande maison bleue, abritant chambre avec vue sur l'amour et l'horizon de ton corps, toujours à portée de mes mots qui tremblent et de mes mains en fleurs généreuses. Je vivrai bien avec toi un jour, rue du Monde, et tous mes matins qui ne se ressemblaient pas se rassembleront avec toi, en toi, à la lisière de l'aube musicienne nostalgique du silence mal éteint de la nuit. Tous les matins du monde ont le même visage, le tien, le mien, le nôtre, visage pour être aimé, qui pleure ou sourit à la lumière de la lampe tempête en nous, espérance sublime qui délie les langues et lie pour la vie les âmes qui s'aiment, l'envie de vivre encore la poésie éternelle recourt la tendresse au secours des cœurs. Tous les matins du monde ont le même visage, le tien, le mien, visage pour être aimé, avec ou sans visa. Visage pour être aimé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et donc, pour la médiathèque de Bagnolet, on a cette rencontre avec vous. On a aussi une carte blanche avec Isa Oumout, Thomas Gosselin et Mathias Lehmann, que vous pourrez aussi retrouver sur le festival.